Je coupe le micro interne, puis je relance l'enregistreur local. 02h 13 minutes 47. Aucun bruit parasite, juste le ventilateur du boîtier, stable à 1120 tours par minute. Sur l'écran, 3 fenêtres, un terminal, un tableau de bord de supervision, un fichier de journal horodaté. Je ne tape pas vite, je tape juste ce qu'il faut. La ligne VPN établit un tunnel chiffré vers un point d'accès acheté sous une identité effacée. Paiement. 46,80 € via une carte prépayée. L'adresse de facturation n'existe plus. Le nom est un assemblage. Le fournisseur ne rappelle jamais. Je vérifie la dérive de temps. Le NTP local est déverrouillé. Les horodatages doivent coller aux traces existantes. Les anomalies ne doivent pas être grossières. Elles doivent être plausibles, reproductibles, attribuables à quelqu'un d'autre. Je lance la séquence. Pas une attaque frontale. Une mise en scène. Un premier paquet de requêtes part vers une API interne qui n'est pas censée être accessible depuis l'extérieur. Elle répond quand même. Temps de réponse, 84 millisecondes. Code 200. L'endpoint porte un nom banal, un reste de chantier. C'est exactement ce que je voulais. Je ne cherche pas à casser leur infrastructure, je cherche à les forcer à la contredire. Je consulte le planning public de l'entreprise sur un second écran. Communiqué prévu à 8 heures, annonce d'une extension de contrat avec un organisme institutionnel. Post LinkedIn pré-rédigé, image de conformité, badge d'audit, slogan sur l'éthique. Tout est propre, tout est aligné. Je passe sur le tableau de bord de supervision que je connais par cœur, même si je ne l'ai pas ouvert depuis des mois. Les graphes ont changé de couleur, la typographie a été modernisée, mais les flux portent encore les mêmes identifiants. Les mêmes noms de service, les mêmes conventions de versionning, trop cohérentes pour être de quelqu'un d'autre. Je déclenche la première altération, minime, une dégradation volontairement intermittente sur un service non critique, à une fréquence qui imite un problème de cache. Rien qui déclenche une alerte rouge. Juste une série de jaunes et d'oranges, assez pour générer des tickets et des réunions. Dans le journal, j'écris au format attendu. Pas de phrase complète, que des faits. 02h 14 minutes 22, latence anormale, endpoint/v2/metrics, pic 380 à 620 millisecondes, corrélé à purge cache, cause à confirmer, je ne mens pas. Je sélectionne. À 2h15-10, un second levier, une modification de paramètres sur une dépendance logicielle tierce, déjà documentée comme instable dans leurs incidents passés. Une seule bascule, une seule clé. La modification peut être annulée en 1 seconde, mais l'équipe d'exploitation va perdre du temps à chercher ailleurs. Ils connaissent déjà cette douleur, ils vont la reconnaître et l'accepter. Je ferme la session, j'attends exactement 90 secondes, je la rouvre depuis un autre relais. Même séquence, autre empreinte réseau. Je varie la taille des paquets. Je laisse des signatures contradictoires sans être caricatural. Je passe ensuite à l'étape que je n'écris nulle part, le déclencheur social. Un email sort d'une boîte de messagerie jetable vers l'adresse générique du support interne de l'entreprise. Sujet, vérification conformité, demande urgente. Corps, cours administratif, crédible. Info nom, info service, une pression de délai. Pièce jointe, un PDF propre sans macro, sans charge utile. Un document vide sur le fond, mais calibré pour qu'il le fasse circuler. Le texte mentionne une incohérence de traçabilité et demande les journaux d'accès des 30 derniers jours. Ils vont répondre. Ils répondent toujours quand on ressemble à un audit. Je n'ai pas besoin qu'ils ouvrent quelque chose. J'ai besoin qu'ils parlent entre eux, qu'ils déplacent des fichiers, qu'ils copient des journaux d'un système à l'autre, et qu'ils créent leurs propres incohérences. 2h19 minutes 3. Un événement apparaît sur la supervision, un redémarrage d'un service secondaire déclenché par un mécanisme automatique. Je souris sans le faire. Mes doigts restent plats sur le clavier. Je consulte la liste des comptes de service. La plupart ont été renouvelés après mon départ. Pas tous. Il en reste un, discret, utilisé par une brique d'intégration oubliée. Il ne devrait pas exister. Je ne l'avais pas créé sous mon nom. Je l'avais créé sous un nom de projet interne, enterré dans une migration, puis réutilisé, puis jamais supprimé parce que ça marche. Je clique sur Détails. Un champ s'affiche. Owner, mon ancien identifiant, apparaît intact comme une étiquette survivante dans leur inventaire. Je n'ai pas besoin de forcer une porte. La porte n'a jamais été fermée. Le licenciement a été notifié un mardi à 9h12. Invitation calendrier envoyée à 8h57. Objet, point contractuel. Salle virtuelle interne, 3 participants côté direction. Un juriste en écoute passive.
Je me suis connecté depuis mon poste de travail habituel. Même IP, même machine, aucun signal d'alerte. Le directeur technique a parlé en premier. Ton neutre. Il a cité un ajustement de périmètre, puis un désalignement stratégique. Les mots étaient en choisis pour ne rien décrire. On m'a présenté une spécification. Un extrait de code commenté. Une fonctionnalité présentée comme optimisation de performance. J'ai reconnu la structure immédiatement. Ce n'était pas une optimisation. C'était une dégradation volontaire, conditionnelle, déclenchée par des profils utilisateurs précis. Un mécanisme discret mesurable uniquement à grande échelle. J'ai posé une question factuelle. Une seule. La réponse a été « c'est conforme à la demande du client ». J'ai demandé le document contractuel correspondant. Silence de 2,3 secondes. Le juriste a coupé son micro, puis l'a réactivé. Il a parlé de zone grise réglementaire et de responsabilité partagée. J'ai dit que je ne l'écrirais pas. Pas d'argument, pas d'élévation de voix, juste une phrase. Le directeur technique a hoché la tête. Il avait déjà pris sa décision. Le reste de la réunion a servi à préparer la trace écrite. À 9h26, on m'a retiré l'accès au dépôt principal. À 9h27, au système de tickets. À 9h29, au VPN. Les scripts étaient en et prêts. L'ordre avait été anticipé. Un email est arrivé à 9h30 et 1. Rupture du contrat pour manquement aux obligations de collaboration. Clause de confidentialité renforcée. Indemnité forfaitaire, 3 200 €. Virement prévu sous 10 jours ouvrés. Signature électronique requise avant 18h. J'ai signé à 9h34. À 9h36, un message automatique m'a souhaité « bonne continuation ». Je suis resté assis. J'ai branché un disque externe. J'ai copié ce qui m'appartenait légalement. Journaux de développement personnel, notes techniques, schémas d'architecture rédigés hors périmètre contractuel. Rien de plus, rien d'illégal, juste des observations. À 9h58, mon badge a cessé d'ouvrir la porte. Les semaines suivantes ont suivi un schéma prévisible. L'entreprise a communiqué, communiqué de presse, engagement renouvelé en faveur de l'éthique numérique, publication de certification, audit externe validé, photos d'équipes souriantes, nouvelle signature de contrat avec des entités publiques, montant non divulgué. Mon nom n'a jamais été mentionné. Mon poste a été rééloué. Les composants que j'avais conçus ont été décrits comme hérités. Aucun responsable identifié. De mon côté, j'ai cessé de postuler après le 3e refus automatique. Les recruteurs posaient pas les mêmes questions, dans le même ordre. Les réponses se ressemblaient. Les silences aussi. J'ai réduit mes dépenses. Loyer payé comptant, abonnement résilié. J'ai déplacé mes activités sur des machines isolées. J'ai relu mes anciens journaux, ligne par ligne. Pas pour revivre, pour comprendre. Je n'ai pas cherché à indication morale. J'ai établi une liste. Qui dépend de quoi? Quels services n'ont pas de propriétaire clair? Quelles décisions ont été prises sans trace formelle? Quels compromis ont été présentés comme temporaires? J'ai noté les dates, les signatures, les écarts entre discours et implémentation. Un détail est revenu souvent. Une dépendance interne qualifiée de transitoire, que j'avais conçue pour gagner du temps lors d'un audit antérieur. Elle devait être supprimée après certification. Elle ne l'a jamais été. Elle était utilisée partout. Quand j'ai compris que cette dépendance était devenue structurelle et qu'aucun document officiel ne la décrivait complètement, j'ai cessé de prendre des notes chronologiques. J'ai commencé à dessiner un plan. Je reviens au présent par une date, pas par un souvenir. 14 mois après la rupture contractuelle. 3h, 2 minutes, 11 secondes. L'infrastructure a grandi. Nouveaux partenaires. Nouvelle couche d'abstraction. Mais les fondations n'ont pas été remplacées. Elles ont été encapsulées. Je commence par observer sans agir. Flux sortant vers des prestataires certifiés. Cycle de déploiement calé sur des fenêtres réglementaires. Audit planifié tous les trimestres, toujours après une phase de stabilisation artificielle. Les mêmes signatures apparaissent dans les journaux, répétées, normalisées. Je dresse une cartographie. Dépendance open source, forquée sans suivi. Service interne sans responsable nommé. Script d'automatisation jamais documenté. Composants critiques classés legacy pour éviter leur réécriture. Chaque élément renvoie à une décision prise dans l'urgence, validée verbalement, puis oubliée. Je reconnais mes propres compromis, mais aussi ceux qu'ils ont empilés après moi. Je surveille leur cycle de mise à jour. Ils publient vite, mais pas partout. Certaines briques restent figées par peur de casser des contrats. C'est là que je m'installe. Je n'introduis rien de nouveau. J'exploite l'existant. Une première anomalie apparaît après 3 semaines.
Un rapport d'audit interne mentionne une divergence mineure entre deux systèmes censés être synchronisés. La cause officielle, latence réseau ponctuelle. Je sais que ce n'est pas ça, mais eux aussi le savent. Ils ont déjà vu ce type d'écart. Ils ont appris à vivre avec. Je déclenche la suivante. Une dégradation de performance sur un module secondaire, mais uniquement lors de charges spécifiques, correspondant à un client institutionnel précis. Pas assez pour une pénalité contractuelle. Suffisant pour générer des échanges internes. Les équipes croisent les chiffres. Les chiffres ne s'alignent pas. Je lis leurs réponses indirectement. Pas leurs emails, leurs actions. Un redémarrage non planifié, un rollback partiel, une réunion avancée de 48 heures. Ils cherchent un coupable technique. Ils trouvent une dépendance connue pour être instable. Elle porte encore mon ancienne nomenclature. Je modifie un paramètre tous les 5 jours. Toujours différent, toujours défendable. Je laisse des traces, mais jamais au même endroit. Les journaux racontent une histoire fragmentée. Chacun voit une cause différente. Je m'assure que chaque anomalie puisse être expliquée par une erreur humaine interne. Mauvaise configuration. Mauvaise interprétation de documentation. Pression de délai. Ils commencent à douter de leur procédure. Un responsable propose une standardisation plus stricte. Un autre refuse, citant les contraintes contractuelles. Un troisième suggère un audit ciblé. Le mot circule. Il ralentit les décisions. Je m'approche sans apparaître. Sous une identité de consultant externe, je réponds à un appel d'offres mineur publié par un partenaire technique de l'entreprise. Je fournis exactement ce qui est demandé. Rien de plus. Mon dossier passe les filtres automatiques. Pas de nom connu, pas d'historique compromettant. Je n'interviens pas directement chez eux, je fournis un composant intermédiaire. Une brique d'intégration présentée comme neutre, optimisée, conforme. Elle repose sur des conventions que j'ai moi-même définies des années plus tôt. Ils l'adoptent sans discussion. La brique devient un point de passage obligé. Elle ne fait rien d'illégal, elle observe, elle normalise, elle amplifie légèrement les incohérences existantes. Les équipes internes commencent à se contredire en réunion. Les chiffres ne racontent plus la même chose selon l'outil consulté. Les écarts sont faibles, mais constants. Je note les réactions physiques lors des visioconférences enregistrées publiquement. Silence plus long, regard fuyant, phrases répétées. Les corps réagissent avant les procédures. Un message interne fuit sur un forum professionnel. On ne comprend plus vraiment comment tout tient. Je n'interviens pas. Je laisse le système se déstabiliser par sa propre complexité. Puis, lors d'une mise à jour de routine, un ingénieur corrige temporairement un comportement qu'il attribue à un bug ancien. Il modifie une ligne, une seule, celle que je surveillais. À cet instant précis, plusieurs mécanismes que j'avais préparés deviennent actifs sans que personne ne les ait déclenchés. Et pour la première fois, ce n'est plus moi qui contrôle le rythme. Le changement apparaît dans les journaux à 11h42 et 8 secondes. Commis mineur. Message standardisé. Fixe comportement inattendu, impact limité. Je l'avais anticipé. La ligne modifiée neutralise une protection implicite que j'avais intégrée autrefois pour éviter une propagation non contrôlée. Elle n'était pas documentée. Elle n'avait pas de commentaires. Elle fonctionnait depuis des années parce que personne ne la regardait. À partir de ce moment, les écarts cessent d'être isolés. Je n'accélère rien. Je laisse les systèmes parler entre eux. Les premiers effets touchent la fiabilité opérationnelle. Des rapports de supervision se contredisent selon la source. Les tableaux de bord présentés aux partenaires ne correspondent plus aux données internes. Les chiffres restent acceptables, mais leur origine devient floue. Un partenaire technique signale une incohérence dans les SLA. Rien de contractuellement sanctionnable. Mais la question est posée par écrit. Elle appelle une réponse officielle. L'entreprise ouvre une cellule de crise. Pas de communication externe, juste des réunions fermées. Les décisions sont prises vite, puis annulées. Les responsables changent de version d'un jour à l'autre. Je déclenche la phase suivante. Un audit de conformité est avancé, pas imposé. Demandé volontairement pour rassurer. Mauvais réflexe. Je n'interfère pas avec l'audit. Je m'assure qu'il voit exactement ce qu'il doit voir. Des journaux complets. Des traces propres, mais des traces qui, mises côte à côte, ne racontent pas la même histoire. Les auditeurs posant des questions ciblées, toujours les mêmes. Qui a validé ce choix, à quelle date, sur quelle base documentaire? Les réponses existent. Elles sont réparties sur plusieurs personnes. Aucun responsable unique, aucun document consolidé. Un prestataire externe est mis en cause. Puis un second, puis un troisième. Les contrats sont relus. Les annexes techniques divergent légèrement des implémentations réelles. Pas assez pour accuser, trop pour ignorer. Je reste invisible.
Ma présence se limite à des composants qu'ils considèrent un peu comme acquis, des briques historiques, des décisions héritées. Mon nom n'apparaît nulle part. Mon rôle est dissous dans l'organigramme passé. Un directeur demande un gel des déploiements, un autre refuse, invoquant des engagements publics. La tension monte sans éclat. Les corps se raident, les voix se coupent. Je modifie un dernier paramètre. Une seule fois. Sur un service que personne n'ose toucher parce qu'il alimente plusieurs clients sensibles. L'effet est différé de 72 heures. Documenté comme tel dans un journal que personne ne lit plus. À l'extérieur, la communication continue. Publication programmée, message sur la fiabilité. Photos d'équipes alignées devant des slogans imprimés. À l'intérieur, la confiance se fragmente. Un partenaire institutionnel demande une suspension temporaire par précaution. Un autre exige un audit indépendant supplémentaire. Les mots sont choisis, les conséquences s'accumulent. Je consulte les flux financiers publics, retard de paiement, renégociation discrète, clause activée, je ne ressens rien, je mesure. Puis une notification apparaît sur mon écran secondaire. Pas technique, juridique. Une procédure interne est lancée pour identifier l'origine des incohérences. Une liste de noms circule. Des anciens employés sont mentionnés. Mon ancien poste est cité comme point d'entrée possible, sans preuve, sans accusation formelle. Ils regardent enfin dans la bonne direction. Mais ils regardent trop tard, car au même moment, un mécanisme dormant, enfoui dans la chaîne de conformité elle-même, atteint sa date de validité maximale. Et cette fois, ce ne sont plus des écarts qu'ils devront expliquer, mais des preuves qu'ils ne pourront plus contenir. L'activation ne nécessite aucune commande externe. Elle repose sur un seuil temporel et une condition d'état que personne ne surveille plus. 18 mois sans revue. 18 mois de confiance implicite. À 6 heures, le mécanisme sort de veille. Ce n'est pas une panne, c'est une corrélation. Les systèmes de conformité génèrent automatiquement leur rapport quotidien. Ils agrègent des données issues de plusieurs sources supposées indépendantes. Pour la première fois, l'agrégation inclut des traces que l'entreprise a toujours considérées comme non pertinentes, parce qu'elles ne servaient qu'au débogage initial. Ces traces contiennent des décisions, des flags conditionnels, des branches de code activées uniquement pour certains profils clients, des commentaires techniques reformulés lors de migration, jamais supprimés, des paramètres justifiés par des emails internes joints au commit. Rien de nouveau, juste rendu visible. À 6h03 et 14 secondes, un rapport est généré. Il respecte le format attendu. Signature numérique valide, horodatage cohérent. Il est automatiquement envoyé à 3 destinataires externes, comme prévu par les procédures de conformité. L'un d'eux est un organisme de contrôle. À 6h05 27 les premiers appels internes commencent. Pas vers l'équipe technique, vers le juridique. À 6h07 une tentative de suspension des flux sortants échoue. Les procédures exigent une validation manuelle. Le responsable désigné est en déplacement. La délégation n'a jamais été formalisée. À 6h09 45, un second rapport est généré. Celui-ci compare l'implémentation réelle aux engagements contractuels. Les écarts sont listés, ligne par ligne, références croisées, aucune interprétation. Juste des faits. Je regarde les métriques, les systèmes tiennent, ils font exactement ce pourquoi ils ont été conçus. À 6h12 18 une alerte externe est reçue par l'entreprise. Demande de clarification immédiate. Délai de réponse, 24 heures, mention d'une possible suspension préventive. À 6h15, les équipes tentent de comprendre l'origine des rapports. Elles remontent les chaînes de génération. Elles arrivent sur des composants legacy. Elles cherchent un auteur, elles trouvent des noms de projets, pas de personnes. À 6h21 une réunion de crise est convoquée avec des partenaires institutionnels. Les documents envoyés plus tôt sont projetés à l'écran. Les chiffres correspondent. Les signatures aussi. Personne ne peut contester l'authenticité. Un dirigeant parle d'erreur de configuration. Un auditeur demande depuis quand cette configuration existe. La question reste sans réponse. À 6h34 un troisième rapport part. Celui-ci n'était pas prévu. Il est déclenché par la tentative avortée de modification manuelle. Il consigne l'action, l'identité du compte, l'heure et l'absence d'autorisation formelle. La chaîne de conformité se referme. Je n'interviens pas. Je ne coupe rien. Je ne corrige rien. Je consulte les registres publics. Une mention apparaît « Incident en cours d'évaluation ». Les mots sont neutres. Ils ne le resteront pas longtemps. À 7h02, un communiqué interne fuit vers un média spécialisé.
Il cite des pratiques non conformes historiquement intégrées. La formulation est prudente. Elle reconnaît l'existence sans en mesurer la portée. Je ferme une session, j'en ouvre une autre. Je vérifie que les mécanismes d'arrêt sont prêts. Ils le sont. Un seul geste suffirait à tout figer. Je ne le fais pas. Parce que le point de non-retour n'est pas technique, il est déjà juridique. À 7h18 49 secondes, une notification officielle est publiée par l'organisme de contrôle. Elle mentionne une enquête formelle fondée sur des éléments transmis automatiquement par les systèmes de l'entreprise elle-même. Je note l'heure. Je note la référence du dossier. Puis je réalise que, pour la première fois depuis le début, ils ne cherchent plus un bug. Ils cherchent un responsable. Les conséquences de ce déploiement sans synchronisation centrale. Chaque acteur réagit selon ses propres procédures. L'effet est cumulatif. À J+2, un premier contrat est suspendu à titre conservatoire. Le courrier cite des écarts techniques incompatibles avec les engagements signés. Aucun nom, juste des références de rapport. À J+5, 2 partenaires exigent un droit d'audit renforcé. Les équipes internes ne peuvent pas fournir une cartographie cohérente. Les documents existent. Ils ne convergent pas. À J+9, l'entreprise annonce un gel partiel de ses activités. Le terme temporaire est utilisé 3 fois dans le communiqué. Il ne sera jamais retiré. Les médias spécialisés publient des synthèses. Ils ne parlent pas de piratage, ils parlent de défaillance systémique. Le vocabulaire est assez précis. Il exclut l'attaque externe. Il pointe une responsabilité interne diffuse. Les dirigeants se succèdent encore devant les autorités de contrôle. Les réponses sont techniques, trop techniques. Chaque phrase appelle une vérification supplémentaire. Chaque vérification révèle une autre couche. Je consulte les registres administratifs. Une procédure de mise sous surveillance est ouverte. Une seconde suit. Les délais se chevauchent. Les obligations de conformité deviennent incompatibles entre elles. À J+21, des salariés quittent l'entreprise. Pas de communiqué. Des mises à jour de profils professionnels, des silences prolongés. Les équipes restantes changent d'organigramme sans annonce formelle. Les audits externes concluent à l'existence de pratiques logicielles intentionnellement nuisibles, intégrées historiquement, maintenues par inertie. La formulation est reprise mot pour mot dans plusieurs décisions. Aucune mention de mon refus initial. Aucune trace de la réunion. Les faits se suffisent à eux-mêmes. Je passe à la phase de retrait. Je désactive les accès résiduels. Un par un. Sans urgence. Chaque révocation est consignée localement, puis effacée. Les composants intermédiaires sont remplacés par des équivalents neutres. Les contrats de prestation arrivent à terme, ils ne sont pas renouvelés. Je ferme les identités de couverture. Les comptes sont supprimés selon les procédures standards. Les historiques sont conservés exactement le temps légal requis, puis dissous dans le volume. Les journaux techniques que je conserve sont chiffrés, puis fragmentés. Les clés sont détruites. Les fragments sont stockés sur des supports distincts, géographiquement dispersés. Aucun ensemble n'est exploitable seul. Je redeviens un point statistique. L'entreprise, elle, continue de réagir. Elle engage des cabinets. Elle restructure. Elle publie des engagements correctifs. Les autorités maintiennent la pression. Les partenaires ne reviennent pas. À J+60, la marque disparaît des appels d'offres institutionnels. À J+90, les certifications sont suspendues. Les sites web sont modifiés. Les slogans changent. Les anciennes pages sont archivées. Je regarde une dernière fois les flux. Ils sont stables. Le système a trouvé un nouvel équilibre sans moi. Je n'attends aucune reconnaissance. Elle ne faisait pas partie des paramètres. La seule variable qui comptait était le ciblage. Pas l'exposition globale. Pas la dénonciation. La précision. Ils n'ont pas chuté parce que quelqu'un a parlé, ils ont chuté parce que leurs propres systèmes ont cessé de mentir pour eux. Je coupe l'enregistreur. 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Il n'y a rien à ajouter.